Welcome everybody to the final event of Smart Agro France. Just before we start, I would like this event it will be held in English, but if there are any English speaker, let us know. Otherwise, we might switch in French. You might have seen that on the right side of your screen, there is a chat. Just for you to know, we won't be able to hear you during this event. So if you have any comment or any suggestion, just let us know in this chat. We can try right now. Welcome to everybody. So if there is any English speaker, let us know in the chat. Meantime, I will present myself. I'm Amélie Bain from Clubster NSL. I'm here on the name of Eurasanté, Clubster NSL and Euralimentaire. I've been working on this project with Yanis and Jérôme from the CITC that will present some part of this event, and with Jérémy, which work with Digital Food Lab, that will present another part. Let us wait 1 more minute. Don't hesitate to tell us if you're an English speaker. Otherwise, we will switch in French. So everybody agrees that we will speak in French. Is that okay for everyone? Okay, so let's switch in French. Oh, c'est OK en français, super. Bon, et bien continuons en français. Je vais vous présenter tout d'abord qu'est-ce que c'est le projet Smart Agro de France. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne via le programme qui s'appelle Horizon 2020. C'est un programme basé sur la recherche et l'innovation. Et c'est ce programme qui a financé un autre projet européen qui s'appelle Smart Agri Hub, dont nous faisons partie. Donc ce projet-là, il est très global, il est en Europe, il a été financé à hauteur de 20 millions d'euros pour parler d'un sujet très global qui est la sensibilisation à la transformation digitale en agriculture et en agroalimentaire dans toute l'Europe. Donc il y a énormément de clusters qui ont répondu à un appel à projet qui s'appelle Service. Et donc nous avons, avec le CITC et Digital Food Lab, répondu également à cet appel projet avec notre propre projet qui s'appelle le Smart Agro de France. Et donc ces Smart Agro de France, nous on a ciblé donc la sensibilisation à la transformation digitale, mais dans le secteur agroalimentaire et avec un focus en Hauts-de-France. Donc on travaille avec plusieurs acteurs, donc comme je l'ai présenté au début, le Clubster NSL, Eurasanté et Euralimentaire en tant que DIH, donc pour Digital Innovation Hub. Le but, c'était d'organiser un peu ce projet, d'être vraiment le manager de ce projet, et avec le CITC et Digital Food Lab qui viennent comme un centre de compétences. Donc c'est eux qui ont les compétences en termes de digital et qui ont participé à cet événement. Les objectifs de cet événement, ce sont de développer des nouveaux services en termes de digitalisation en Hauts-de-France, de promouvoir la collaboration entre les acteurs de l'agroalimentaire et les acteurs spécialistes en digital, les fournisseurs de technologies, les experts. Et le dernier objectif, c'était d'acculturer un petit peu le secteur agro de la région dans ces termes de digitalisation. Les bénéficiaires de ce projet, en fait, ils sont vraiment tournés vers les compagnies agro de Hauts-de-France, mais en particulier vers les adhérents du Clubster NSL
et les startups de l'incubateur agroalimentaire qui par nos biais de communication sont particulièrement ciblés. Ce projet il s'articule autour de 3 modules. Pour vous aider à comprendre un petit peu comment s'est agencé le projet, je vous ai fait une petite timeline. Donc, c'est un projet qui a été très, très court, qui a commencé en avril et qui finira à la fin du mois, le 21 octobre. Il a été, donc, comme je l'avais dit, séparé en 3 modules. Un premier module d'acculturation et de digitalisation en agri-food, en agroalimentaire et en food tech. Donc, c'est un module qui était vraiment tourné vers l'innovation en termes de digitalisation, qu'est-ce qui pouvait se faire. Il a été mis en place sous forme d'une formation à l'acculturation qui a eu lieu le 22 septembre. Certains d'entre vous y étaient. Et donc, voilà, c'était un module d'acculturation sur l'innovation en agro. Une deuxième partie, est-ce que tu peux revenir juste, pardon, une deuxième partie sur vraiment les nouvelles technologies, un peu les nouveaux services qu'on peut offrir en agro en termes de digitalisation. Ce module-là, il a été fait en deux catégories. Une partie benchmark, avec un objectif de rechercher un peu tout ce qui existait en termes de technologie digitale applicable au secteur agroalimentaire et tout ce qui existait également en termes de formation en digital toujours, puisque c'est notre grand sujet, qui pouvait être adapté au secteur de l'agro. Et on a fait pour ça quelques focus group ciblés sur les domaines de la supply chain et de l'industrie. Donc vous voyez, ils ont eu lieu tout au long de ces mois de projet, en juin, juillet et septembre. On a eu l'occasion de bien discuter pour connaître un petit peu plus les challenges et les besoins des entreprises agro. C'était donc un terme d'échange. Et puis le dernier module, il est tourné vers la cartographie pour essayer de faire des connexions entre les experts du digital et l'agroalimentaire. Donc, Société C a travaillé sur une carte qui présente un peu tous les experts de techno en Hauts-de-France. Pour aujourd'hui, le programme, donc comme j'ai pu vous le présenter, Digital Food Lab va commencer cette présentation en faisant un retour sur l'atelier d'acculturation qu'il a fait au mois de septembre. Et ensuite, le CITC prendra la parole pour détailler un peu plus les besoins, les challenges qui ont été identifiés lors des focus group. Il détaillera un peu plus également les technologies digitales qui sont applicables au secteur de l'agro. Qui parlera des formations existantes en termes de digital et qui vous en suggérera de nouvelles. Et enfin, on parlera de cette cartographie des experts du digital en Hauts-de-France et je referai la conclusion. Donc voilà, bonne présentation et puis je vais laisser la parole à Digital Food Lab, à Jérémy, qui va vous présenter la partie sur l'acculturation. Bonjour à tous. Alors, voilà, très bien. Donc, du coup, c'est Yacine qui va passer les slides pour moi. On peut aller directement au suivant. L'objectif de cet atelier qui a eu lieu le 22 octobre, c'était donc de présenter en fait une vision globale de la food tech et des innovations, notamment, principalement digitales, dans l'agroalimentaire à un public de porteurs de projets, d'entrepreneurs ou de salariés de l'agroalimentaire. Donc, l'objectif, c'était en fait de montrer ce qu'est la food tech aujourd'hui, les différents secteurs qu'elle peut représenter et comment est-ce qu'elle a pu évoluer ces dernières années et comment est-ce qu'elle pourrait évoluer dans le futur. Donc, l'idée, c'est de bien faire comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de food tech, même de digital, on n'est plus forcément sur les applications dont on pouvait parler il y a encore 5-6 ans, mais on est aujourd'hui sur du produit et ces nouveaux produits sont créés justement
avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. On va utiliser l'intelligence artificielle. On va essayer de répondre aux nouveaux besoins environnementaux. Et on va parler de plant-based, mais aussi de nouveaux services de livraison, d'agriculture, vertical farming, etc. Donc, si on passe au slide suivant, pour donner une définition de la food tech et des grandes catégories qui la composent, je vais repréciser ici de quoi on parle exactement. Donc, pour le dire en français, la food tech, c'est l'écosystème fait des entrepreneurs, des startups qui innovent soit sur du produit, soit sur de la distribution, du marketing ou sur un nouveau business model. Et quand on parle de food tech, chez Digital Food Lab, on a découpé le sujet en 6 grosses catégories. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Donc, alors, slide suivant, s'il te plaît. Donc, le premier sujet, c'est l'AgTech, donc qui est tout au bout de la chaîne de valeur qu'on n'a pas traité dans cet atelier parce que c'était pas le public qu'on ciblait. Ensuite, quand on parle de food science, c'est tout ce qui va être la transformation, l'industrie, les nouveaux produits. Ensuite, on a tout un bloc lié à la distribution avec la restauration, donc le food service. Tout ce qui va être support le long de la supply chain et la livraison à la fin. Et on a une 6e catégorie qui est vraiment dédiée aux consommateurs, qui va être tout ce qui est outils d'aide à la consommation, au choix des bons produits, à l'accompagnement dans un régime, par exemple. Et également des tests personnalisés pour mieux comprendre ses besoins. Alors, voilà. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail des catégories, donc là, c'est vraiment un aperçu rapide de ce qu'on a présenté lors de l'atelier. Hein. On était vraiment rentré dans le cœur des sujets. Là, je vais juste vous donner un mot, vous dire un mot sur chaque point. Donc, quand on a parlé de food science, on parle ici des nouveaux produits donc plant-based notamment, qui récoltent énormément d'investissements depuis 3 ans, mais également des marques qui se lancent en ligne, donc les direct consumer brands, et qui arrivent à émerger, se développent et in fine se font racheter par les grands groupes alimentaires. Une dernière catégorie sur le sujet de la food science, c'est tout ce qui est ingrédients fonctionnels. Donc, c'est quelque chose qui vient d'émerger, c'est assez récent, où on va créer des nouveaux ingrédients qui vont permettre de remplacer des additifs controversés, par exemple, ou qui vont tout simplement apporter quelque chose de plus au produit, qui vont l'améliorer, que ce soit par exemple sa texture, son goût, réduire le gras, réduire le sucre. Et donc, qui vont notamment être utilisés dans les produits plant-based afin de proposer quelque chose qui convient mieux au public. La catégorie suivante, donc la livraison. Oui, c'était ça. Ici, on a passé en revue les différents types d'acteurs qui existent aujourd'hui sur le secteur de la livraison. Donc, comme on peut le voir sur ce slide, il y en a énormément avec différents business models. Ça va des acteurs qui vont vous livrer chez vous via un intermédiaire, via ce qu'on appelle les Instacart-like, c'est-à-dire les Uber en fait de la livraison de courses. Quelqu'un va faire les courses pour vous, jusqu'à l'autre côté de la chaîne, ce qu'on va appeler les new retailers, qui sont des nouveaux distributeurs en ligne. Donc, on a par exemple la Bellevie en France, qui ont totalement réinventé le supermarché en ligne avec une nouvelle organisation d'entrepôt, de livraison, et qui aujourd'hui prennent des parts de marché conséquentes sur le e-commerce alimentaire. Ensuite, le food service, donc là, c'est tout ce qui est innovation, comme je le disais, dans la restauration. Donc ici, on a toute une partie liée au logiciel d'aide à la gestion des restaurants, alors comme Toast par exemple en visuel, qui est un outil de gestion de caisse, leader aux États-Unis, qui s'est introduit en bourse récemment. Mais quand on parle de digital et de restauration, on peut voir plus loin et on peut aller jusqu'à la robotique avec les restaurants entièrement automatisés, robotisés. Un autre aspect, dernier aspect du food service, c'est l'émergence des cloud kitchen. Ce slide d'avant.
Pardon. Donc les cloud kitchen, qui sont des lieux où on pourrait qualifier de restaurants sans salle, où des restaurateurs cuisiniers vont préparer des plats qui sont proposés uniquement sur les plateformes de vente en ligne, type Deliveroo ou Uber Eats. Et qui sont donc c'est des cuisines qui sont entièrement dédiées à la livraison, avec des marques créées exclusivement pour ça. Ensuite, la catégorie Consumer Tech, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est lié aux consommateurs. Donc, ce sont tous les assistants de courses, de générateurs de propositions de recettes, génération de listes de courses, des outils comme Yuka, par exemple, en France. Mais ce sont également les tests personnalisés où on va tester son ADN, tester son microbiote pour avoir des informations sur nos besoins personnels. Est-ce qu'on doit consommer plus ou moins de protéines? Est-ce qu'on a besoin de tels micronutriments? Et dans quel ingrédient, dans quel produit est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre alimentation et donc notre santé? Et enfin, dernière catégorie, la supply chain. Donc, l'idée ici est d'accompagner en fait l'ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur avec des outils notamment liés à la transparence, à la traçabilité, mais également sur tout ce qui va être innovation, sur ce qui va être le packaging, avec la gestion des solutions qui vont permettre de réduire les déchets, mais également de conserver au mieux les aliments. Donc on a l'exemple par exemple de une startup américaine, Apple, qui a développé un spray qu'on va appliquer sur des avocats notamment pour les protéger et leur permettre d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Également, dernier point sur cette catégorie, c'est tout ce qui va être automatisation le long de la supply chain. Ça va des entrepôts jusqu'aux magasins complètement autonomes, comme on peut le voir avec Boxy, qui se développe en France. Donc voilà pour un aperçu des différentes catégories. Ensuite, on a regardé ensemble les investissements et je vais vous les rappeler rapidement ce matin. Quand on parle de food tech, donc, comme vous l'avez vu, c'est très, très divers et j'ai parlé rapidement d'investissements qui sont faits dans telle ou telle catégorie. Au niveau global, on a vraiment eu un boom sur le sujet. L'an dernier, en 2021, il y a eu 45 milliards d'euros d'investis dans les startups food tech au niveau mondial. Cette année, on va certainement être sur un niveau inférieur dû au contexte international qu'on connaît, mais on reste à des niveaux très, très élevés et avec une vraie croissance depuis une petite dizaine d'années. Si on regarde dans le détail où est-ce que va cet argent, donc c'est le slide suivant, on se rend compte que presque la moitié des investissements ont lieu aux États-Unis. Et ensuite, en deuxième position, on a l'Europe. Donc l'Europe qui, avant, était à la traîne, était derrière la Chine, mais depuis l'an dernier, a réussi à repasser devant. Et donc ensuite, les deux gros pôles restent la Chine, l'Inde, et après quelques pays comme Israël, Singapour ou le Canada. Et si on a l'Europe qui est passée en deuxième position, c'est justement grâce à une forte augmentation des investissements dans les startups food tech l'an dernier, où on est entre 9 milliards et 9 milliards et demi d'euros investis. Alors, il y a toujours cette petite marge qui est liée au fait que des levées de fonds ne sont pas annoncées en fait pendant l'année, mais des fois on va les découvrir par la suite lorsqu'une startup va finalement annoncer un plus gros tour et va dire oui, on avait déjà levé telle année. C'est toujours pour ça qu'on a une petite différence. Donc là aussi sur l'Europe, on peut être satisfait de voir que le continent attire de plus en plus d'investisseurs étrangers et est capable aujourd'hui de créer en fait des leaders sur certains sujets, comme par exemple le quick commerce.
Donc sur le slide suivant, voilà, un petit peu les conclusions que je venais de donner. Les investisseurs, un point intéressant, découvrent qu'il y a d'autres pôles en dehors de Londres et Berlin, donc notamment Paris, notamment les pays nordiques. Et un point très intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de projets sortir des universités avec des vrais sujets R&D. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème européen, où on était un petit peu en retard si on se compare aux États-Unis. Et pour conclure, bon, il y a les différentes catégories, les investissements, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce que tout ça va évoluer ou a déjà évolué? Quelles sont les grandes tendances en fait de la foodtech? Donc c'est ce qu'on a regardé aussi ensemble pendant cet atelier. Et sur cette courbe, vous pouvez voir en fait les 23 sujets qui aujourd'hui font la foodtech, avec tout à gauche des sujets qui sont vraiment à leur balbutiement, qui sont au niveau R&D, et tout à droite ceux qui sont aujourd'hui vraiment développés, mainstream, rentable pour la plupart des entreprises qui sont développées sur ces sujets-là. Sur le slide suivant, on regroupe ces différentes tendances en 5 méga secteurs, méga trends, comme on les appelle, qui sont en fait les sujets qu'on a étudiés ensemble pendant l'atelier. Bon, l'exclusion du premier, parce qu'on ne s'est pas attardé sur l'aspect protéines, mais tout ce qui est futur du retail, food automation, alimentation personnalisée, sont aujourd'hui les grosses tendances de la food tech, et avec chacune leur niveau de maturité propre et leur évolution propre. Donc voilà pour un bref aperçu des sujets liés à la foodtech qu'on a pu travailler pendant cet atelier. Alors il s'agissait évidemment d'une présentation assez généraliste, même si ça a duré 3 heures. Mais si on veut étudier tout le secteur en détail, il faudrait plutôt 3 semaines. Donc c'est justement, si on peut faire un peu le bilan et suite au retour qu'on a eu des participants, on pourrait, je pense qu'on pourrait avoir un intérêt à développer ce genre d'atelier, mais peut-être avec des sessions plus courtes, ce qui nous permettrait peut-être d'avoir une audience différente, peut-être plus composée justement de salariés ou de personnes qui pourraient se connecter par exemple à un webinar d'1 heure à 9 heures du matin ou de 13 à 14, et en traitant des sujets plus précis, en fait, vraiment thématiques, à opposer avec cette présentation généraliste qu'on a pu faire le 22. Également, on a eu quelques retours sur la volonté d'avoir peut-être plus d'insights sur l'utilisation du digital par les entreprises agroalimentaires, et quelque chose qui est finalement assez compliqué à faire surtout si on veut le traiter d'un aspect global, parce que chacun a ses spécificités. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait traiter si on travaillait plutôt sur des use cases, mais dans un format sans doute plus court. Voilà, donc en tout cas avec Digital Food Lab, nous on a été ravis de participer à ce projet. Les retours des participants, les discussions qu'on a pu avoir à l'issue de l'atelier étaient vraiment très enthousiastes, et donc voilà, je pense que c'était quelque chose de très enrichissant pour tout le monde. Merci Jérémy. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas via le chat. Questions sur la présentation, même sur ce qu'ils font, peut-être qu'ils y répondront plus tard. N'hésitez pas à noter leur contact si vous avez besoin. Je vous laisse la parole dans le chat. Et tu peux peut-être switcher. Parce que s'il n'y a pas de commentaires particuliers, j'attends quelques minutes encore, hein, bien sûr. Mais on pourra passer à une deuxième partie, un peu
qui va être traité par le CITC sur la partie plus support technologique et formation et également besoins, opportunités des entreprises agro en termes de digitalisation. Donc, si je ne vois pas de questions, on va peut-être pouvoir enchaîner. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, Yanis. Donc, comme l'a présenté Amélie, nous sommes le CITC. On va vous faire un petit récap de ce que nous on a fait dans le projet. Donc, on va commencer plus sur la partie focus group. Donc, on a réalisé 4 sessions de focus group sur 2 thématiques spécifiques qui sont l'industrie et la supply chain. Les objectifs de ces focus group-là ont été d'identifier les besoins, les challenges et les enjeux des entreprises agroalimentaires de la région de France, dans le but de les accompagner dans leur transformation numérique. Donc voilà, on a fait 4 sessions. Donc les différents focus group se sont décomposés en 3 parties. Donc la première, c'était une partie icebreaker, vraiment pour essayer de connaître les participants, d'établir un premier contact et voir également les différents niveaux, enfin le niveau de maturité qui était présent lors de ces focus group-là. Donc en personne attendue, nous avions des managers de supply chain dans des grosses entreprises de l'agroalimentaire, des experts en numérique, et également des représentants de start-up et d'autres personnes du secteur agroalimentaire. Donc, suite à cette partie icebreaker-là, on a été, nous, amenés à poser une première question donc, aux participants, donc, qui était, en fonction du sujet, bien sûr, qu'est-ce que représentait l'industrie ou la supply chain pour eux. L'idée, c'était d'établir un premier jet de besoin, de voir le niveau de maturité de chacun également. Et de cette question sont ressorties plusieurs informations intéressantes. Donc, en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, ce qu'elle est pour eux, donc c'est en général des entreprises qui créent ou qui ont des process liés à des produits. Un aspect qu'ils veulent mettre également en avant, c'est l'aspect social et environnemental qui leur paraît très important dans ce secteur. Aussi, le secteur, l'industrie agroalimentaire, produit des ingrédients pour la nutrition à partir de végétales, enfin d'éléments végétaux. Également, l'ensemble de l'industrie, c'est un ensemble de process et d'équipements industriels et de flux. Donc, la partie flux est assez intéressante, on va la voir par la suite. Donc, il y a un énorme besoin à ce sujet-là. Ensuite, pour la partie supply chain, donc, des idées qui étaient ressorties, c'est que la supply chain, ça inclut un ensemble de flux, donc humains, financiers, produits, qu'il faut apprendre à les gérer en fonction des organisations, en fonction des clients, des fournisseurs. Et également que les besoins des entreprises dépendent de leur niveau de maturité, ce qui est donc en termes de besoins en jeu exprimés dans la troisième partie de ces focus group-là. Dans la partie industrie, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a laissé pas mal de temps, on a eu pas mal de discussions avec les différents participants pour voir un peu les besoins en jeu en fonction de leur cas à eux. Suite à ça, on a un peu fait un débrief ensemble afin de classer ces besoins-là en différentes catégories. Donc, pour la partie industrie, on a ressorti 6 grandes catégories donc, qui sont la formation, la maintenance prédictive, donc essayer d'agir en prévention et non en réparation sur l'ensemble de la chaîne. Également, la disponibilité et l'intégrité de l'information. Donc, là, on parle du flux d'informations sur l'ensemble de l'industrie, que ce soit avec les fournisseurs ou avec le client. Ils avaient aussi un besoin en transformation numérique. Donc, encore une fois, ce besoin-là dépend du niveau de maturité de l'entreprise, bien sûr. Aussi, un besoin d'automatiser les process. Donc, c'est lié à la transformation numérique, mais il y avait plus de parties robotiques qui avaient voulu être intégrées. Et enfin, une partie, donc, catégorie traçabilité, donc, qui est aussi présente dans la partie supply chain. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la traçabilité des produits, des flux financiers et la documentation légale. Donc, soit de la matière première, du produit, jusqu'à la livraison. Pour la partie supply chain, donc, un besoin en interopérabilité, donc, avec les applications, les différents formats d'information qui étaient transférés avec l'ensemble de la chaîne.
Également, une demande de transparence, donc que ce soit pour le client qui voulait avoir un œil sur ce qu'il consommait, ou aussi sur ce que l'entreprise achetait aux fournisseurs. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'entreprise qui venait à fabriquer du lait. Voudrait savoir quel type de nourriture prend sa vache. Donc, vous pourrez, grâce à des solutions qu'on présentera par la suite, établir quel type de nourriture, à quel endroit elle a été nourrie, un ensemble d'informations qui pourraient être intéressant pour l'ensemble de la chaîne, encore une fois. Une partie transparence donc, qui est aussi présente sur la partie industrie, mais qu'on a mis un peu en retrait. Une autre partie centralisation et une partie facteur humain. Donc là, c'est plus sur le collaborateur, comment l'accompagner, comment l'aider dans ses tâches quotidiennes, sans pour autant le remplacer ou faire en sorte qu'il fasse des tâches de manière robotisée. Il y a eu plusieurs informations assez intéressantes et pertinentes, plusieurs solutions qui existaient, mais encore une fois, qui sont propres à chaque industrie du secteur. Et enfin, une sixième catégorie donc, qui est en lien avec le niveau de maturité de l'entreprise, les difficultés liées à l'entreprise. Donc, lors de ce focus group-là, on a été conscient que chaque besoin présenté par les participants ne pouvait pas forcément obtenir de solutions technologiques, mais aussi des solutions par la réorganisation, par des solutions organisationnelles en interne. Nous, on a décidé de focus plus sur la partie réponse technologique, donc lorsque c'était possible. Donc, suite à ces focus group, on a essayé d'établir de manière plus générale les besoins dans ce secteur-là, et en quoi la digitalisation va améliorer et répondre aux besoins énoncés précédemment. Donc, les principaux objectifs, premièrement, de la digitalisation, sont de améliorer la productivité et ou les process déjà établis au sein de l'industrie. Également, essayer de mettre en avant une transparence et une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, donc du fournisseur jusqu'à la livraison client final, la consommation. Moderniser les systèmes d'information et les préparer pour le futur, donc se mettre à niveau par rapport aux autres secteurs. Donc, on s'est rendu compte que le secteur agroalimentaire avait un peu de retard comparé par exemple à des secteurs comme l'automobile ou quoi, parce que justement, ce sont des secteurs qui sont assez qui sont moins obtenus par des grands groupes, c'est pas vraiment vrai, mais qui n'ont pas été habitués à être à intégrer des technologies. Aussi, essayer d'analyser des informations sur la chaîne pour essayer d'augmenter la productivité et ou d'éviter un ensemble de problèmes. Et enfin, donc, prendre des avantages sur l'intégration de robotique. Donc, tout ce qui est transparence, traçabilité, je vais passer assez rapidement. On a proposé des technologies qu'on vous énoncera par la suite, mais qui ont leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de l'entreprise agroalimentaire en question. Donc, je vais vous laisser mon collègue Jérôme vous présenter cette partie. Alors, suite à ces focus group, nous avons réalisé avec le CITC et les différents acteurs du projet un benchmark. Alors, benchmark veille technologique sur l'ensemble des activités de la région. Donc là, on va parler plus précisément donc des formations existantes dans la région autour des nouvelles technologies et des besoins qui ont été exprimés précédemment. On a regroupé dans ce livrable plusieurs structures qui peuvent se décomposer en 4 catégories. Donc les écoles et l'université, les centres techniques et les centres de formation, les clusters et les écosystèmes qui aident à la transformation digitale. Donc en ce qui concerne oui, je pense qu'on a loupé une slide juste avant. Je les ai sur. Ok, d'accord. En ce qui concerne donc les centres techniques et les centres de formation, on a plusieurs acteurs dans la région qui sont cités ici et qui sont détaillés plus précisément dans le benchmark qui pourra peut-être retourner.
Parmi ceux-là, on a des groupes que l'on connaît, nous-mêmes, le CITC, qui sommes donc des experts dans les technologies sans contact. On a d'autres centres, d'autres organismes qui travaillent déjà avec les écoles comme Adrianor autour de questions de la supply chain et de l'industrie de manière générale. On a le CTCPA qui propose des formations autour du digital et des capteurs qui peuvent être intégrés dans la supply chain pour manager et étudier le comportement des différentes machines du secteur agroalimentaire. Donc ces centres de formation et ces centres techniques ne sont pas spécialement ciblés et centrés autour de l'agroalimentaire, mais peuvent peuvent aider dans la réalisation de preuves de concept ou de projets autour de ces questions-là, et peuvent apporter leur expertise technique à ce secteur d'activité. Donc autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc de l'informatique, de la logistique aussi, et même plus précisément, plus en détail sur du hardware ou sur du hardware et du software. Donc pour aider le secteur agroalimentaire dans la transformation digitale, on a des clusters ou des centres qui permettent d'aider à cette transformation digitale d'un point de vue purement économique et même apporter leur expertise dans ce domaine-là. Donc on a France Num qui aide donc les entreprises du secteur agroalimentaire dans cette transformation en proposant plusieurs sessions de formation, plus sur des aspects commerciaux, des aspects cybersécurité, plus sur le développement des ressources humaines ou comment intégrer ou commencer des processus de digitalisation dans les entreprises et améliorer les process sur les flux existants. Autour de la région aussi, pour supporter cette transformation, on a le HDFID, qui est une agence qui aide pareil comme les acteurs précédemment, à cette transformation, à la création et à l'accélération du développement de projets innovants dans ce secteur. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour cette partie-là. Et le but de ces acteurs, c'est d'aider d'un point de vue économique et même d'un point de vue stratégique, ou même d'un point de vue purement support, les acteurs les entreprises du secteur agroalimentaire dans leur transformation digitale. On a aussi des clusters et des laboratoires qui sont des institutions qui peuvent ouvrir ou même créer des opportunités avec une certaine proximité, une certaine dynamique dans le cluster avec des différents acteurs qui sont présents, qui sont à la fois des experts dans le digital, des experts du secteur agroalimentaire. Donc, ça peut aider en partie les secteurs agroalimentaires qui ne sont pas sensibilisés à l'utilisation des nouvelles technologies, à s'acculturer à leur utilisation et à créer des opportunités et des dynamiques économiques autour de ces projets, de ces produits. On a aussi mis en évidence quelques écoles et quelques universités qui peuvent aussi travailler donc, avec les différents acteurs qu'on vous a précédemment présentés rapidement, et qui proposent aussi alors plusieurs formations, parce que la digitalisation, ça passe aussi par l'embauche de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, donc que ce soit de l'informatique, que ce soit du numérique, que ce soit du software ou du hardware. On a plusieurs écoles qui interviennent, alors pas forcément directement dans le secteur agroalimentaire. Je pense par exemple à Polytech Lille, qui est plus un centre de recherche en informatique, une école plus spécialisée en informatique de manière générale. Mais on a d'autres acteurs qui proposent leurs services, comme Unilassal, l'Université d'Artois ou même le lycée Sainte-Colette, qui sont déjà spécialisés dans le secteur agroalimentaire et qui ouvrent des formations plus axées cybersécurité, nouvelles technologies, utilisation de l'IA, etc. dans ce secteur-là. Donc il y a beaucoup des formations qui sont décrites dans le document qu'on pourra vous transmettre, qui précisent quelles sont les formations qu'ils dispensent, quelles sont les formations sur lesquelles ils travaillent, et même les sujets de manière un peu plus précise sur lesquels les étudiants sont formés et qui peuvent aider donc à la transformation digitale des entreprises. Je
reprends la main. Donc, suite à différents besoins et enjeux qui avaient été établis lors des focus group, nous avons, nous, CITC, proposé différentes solutions qui viendraient répondre à ces besoins. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des solutions, mais je vais en lister quelques-unes. Donc, pour la partie identification, traçabilité en interne, nous avons parlé des solutions telles que les data matrix ou les tags RFID, également les beacons Bluetooth. Donc, chaque solution, comme je disais tout à l'heure, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ça sera vraiment du cas par cas si les entreprises du secteur agroalimentaire voulaient les intégrer en interne. Pour un souci de localisation indoor, donc en intérieur, en entrepôt, donc également les beacons Bluetooth, également la partie ultra-wideband qui peut être utilisée, et aussi la partie GPS, donc logique. Pour la partie transparence, donc tout ce qui était protocole réseau, également blockchain. Donc il y a des entreprises qui utilisent la blockchain pour permettre à leurs clients et ou utilisateurs d'avoir une visu sur l'ensemble du chemin parcouru par le produit. Également, un point qu'on n'a pas évoqué jusque-là, mais qui me semble assez intéressant, c'est la partie cybersécurité. Parce qu'on s'est rendu compte que, à cause de différentes choses, notamment à cause du Covid, que les attaques ont grandement évolué dernièrement et qui touchent n'importe quel secteur, notamment le secteur agroalimentaire qui est peu, voire très peu sensibilisé au sujet. Donc on a voulu intégrer cette partie-là parce que pour nous, ça nous semblait très intéressant d'en parler et à minimum de sensibiliser les participants. Pour la partie optimisation de prédiction, donc il y a des solutions intégrant de l'intelligence artificielle qui ont été proposées. Également d'autres solutions telles que les jumeaux numériques et la simulation pour essayer d'améliorer les process, de pouvoir mieux gérer et simuler les stocks en interne. Donc tout ça dans un souci d'amélioration continue pour les entreprises de l'agroalimentaire. Donc, le troisième point qu'avait évoqué Amélie tout à l'heure, c'est sur la partie formation ressortant des groupes de travail. Donc, on a identifié 3 grandes parties sur lesquelles le CITC va proposer des formations. Donc, une partie sur les jumeaux numériques, qui vont servir à tester et améliorer les processus industriels et logistiques. Une partie sur la maintenance prédictive, donc qui va intégrer des solutions d'IA et de computer vision afin sur l'ensemble de la chaîne, de pouvoir prévoir une anomalie, un accident, une réparation, plutôt que d'attendre l'incident pour pouvoir intervenir. Et enfin, une partie cybersécurité qui nous semble intéressante. Intérêt, comme je vous disais. Donc, la partie cyber, c'est vraiment pour la partie sensibilisation et amélioration du niveau de sécurité du système d'information des entreprises de l'agroalimentaire. Alors, pour la partie jumeaux numériques, je ne sais pas si c'est vraiment utile de rentrer dans ce détail-là, mais de manière plus générale, je me répète, mais c'est essayer d'améliorer, simuler les process industriels et logistiques afin d'améliorer, de voir à quel moment on peut optimiser ces process, peut-être intégrer ou supprimer des process qui sont inutiles ou qui ralentissent la chaîne. Intégrer par ce biais-là des différents capteurs, que ce soit pour la gestion d'énergie, pour une gestion d'état, s'il y a des vannes, potentiellement optimiser et réduire sa consommation d'eau, de gaz, d'électricité. Sur la maintenance prédictive, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment utiliser différents outils techniques pour anticiper les réparations futures. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà parlé et ça va être l'objet des formations que nous avons proposées lors du troisième livrable du projet. Et la partie cybersécurité sera plus une sensibilisation, parce qu'une formation sur la cyber, c'est pas vraiment. Enfin, c'est plus une sensibilisation pour se prémunir des vols de données, du fait que le système d'information peut être rendu inopérable, et également du sabotage industriel et du manque de crédibilité auprès des clients. Alors ensuite, la dernière partie sur laquelle le CTC a travaillé, c'est un mapping des experts technologiques de la région qui travaillent sur plusieurs domaines du numérique qu'on a essayé de classer. Alors ça n'a pas été évident, mais on a essayé de faire sortir 5 catégories. La robotique, le design, les bureaux d'études, les fournisseurs de RP, les laboratoires et les autres compagnies qui travaillent dans le domaine digital.
Pour la robotique, alors on a essayé de se focaliser sur ce que la robotique pouvait apporter à la supply chain et à l'industrie dans le livrable, en sélectionnant quelques entreprises, on représentera le mapping juste après, mais qui travaillent alors à la fois sur l'humain et à la fois sur les process de fabrication, qui apportent des solutions tant robotiques sur la supply chain et l'industrie pour améliorer les flux, améliorer les capacités de stockage, etc., que l'être humain, améliorer simplifier la pénibilité du travail, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, être acteur avec l'utilisation de robots et de différentes machines, l'amélioration des systèmes de production à la fois dans la supply chain et l'industrie, de manière générale. Ensuite, pour la catégorie bureau d'études, alors on a essayé de sélectionner quelques entreprises qui travaillent de manière globale et générale sur la partie hardware et software, qui proposent des projets ou même des preuves de concept à différentes entreprises pour digitaliser leur structure de manière générale. Alors elles ne sont pas forcément spécialisées, comme je le rappelais, notamment le CITC n'est pas forcément spécialisé pour le secteur agroalimentaire, mais leur capacité de fabrication et d'expertise peuvent amener un grand plus sur le secteur agroalimentaire, qui a quand même, à mon sens, pas mal de retard, par exemple, par rapport à d'autres secteurs de l'industrie, notamment automobile, etc. Mais peuvent amener leur expertise et leurs solutions technologiques pour le développement de produits. Alors la plupart du temps, on a sélectionné des gens qui allaient jusqu'à l'industrialisation des besoins qui leur étaient apportés. Donc là, c'est la partie bureau d'études. Ensuite, comme on l'a évoqué, il y a un énorme besoin en termes de traçabilité des produits, de transparence aussi, et de gestion des flux, et que ce soit financier, économique et même des produits. Alors on a réalisé une catégorie d'offreurs de solutions d'ERP qui travaillent avec, de manière plus générale pour l'industrie, pas forcément agroalimentaire, mais qui ont des solutions qui s'y approchent, et la supply chain, notamment donc, en fournissant des ERP à ce secteur-là. Ensuite, il y a aussi quelques laboratoires de recherche et développement, alors qui développent des solutions qui ont un degré de maturité beaucoup moins élevé que les bureaux d'études, et qui proposent et offrent des solutions d'avenir dans ce secteur, dans le secteur agroalimentaire. Donc, on a choisi quelques structures qui proposaient cela dans la région. Et ensuite, ce que j'appelle les autres offreurs de solutions du domaine digital. Alors, il y aura quelques exemples dans la cartographie juste après, mais ce sont des entreprises qui ne sont pas des fournisseurs d'ERP, qui ne sont pas des laboratoires, qui ne travaillent pas forcément dans la robotique, mais qui, à contrario des bureaux d'études, fournissent aussi des produits, leurs propres produits. Donc, c'est ce qui différencie un peu la partie bureau d'études et offreurs de solutions digitales, donc la dernière partie. C'est leur capacité à proposer aussi leurs propres produits. Donc, de là, de ces 5 catégories, on a ressorti 2 cartes. Alors, on s'est focalisé dans un premier temps sur la cartographie de la région. Alors, on a quelques entreprises qui sont présentes. Je pense notamment, alors, j'essaye de retrouver des noms, à Eurobot, qui est une entreprise donc, de robotique qui propose des solutions pour améliorer le confort des employés de la supply chain et de l'industrie de manière générale aux tâches pénibles. Il y a aussi d'autres entreprises qui travaillent dans la région un peu plus lilloise, notamment Japé et Exotech, qui proposent des solutions de manière plus globale. Donc là, c'est la seconde map qui est plus centrée autour de la métropole lilloise, parce qu'on a remarqué lors des différentes recherches qu'on a effectuées que beaucoup d'entreprises sont vraiment dans la métropole lilloise. Les entreprises un peu excentrées proposent des solutions qui sont aussi des solutions de bureaux d'études, qui sont aussi des solutions de fournisseurs d'ERP. Mais la grande majorité des entreprises qu'on a trouvées qui pouvaient apporter des solutions dans le secteur agroalimentaire sont des entreprises de la métropole. Alors, vous trouverez dans ce document donc plusieurs, vous trouverez le nom de chacune des entreprises, les contacts et leur site internet pour rentrer dans le détail de ces entreprises. Mais elles proposent donc des solutions à la fois dans la robotique, dans la création de preuves de concept, de produits propres aussi, et quelques solutions un peu plus laboratoires et centres de recherche. Pour vous citer par exemple quelques exemples de robotique, donc il y avait déjà
Eurobot qui propose des solutions. Il y a Exotech, qui est une entreprise qui propose des solutions de robots pour gérer les flux de production. Donc là, ils travaillent en collaboration la plupart du temps avec des entreprises comme Decathlon, comme Amazon, etc., qui proposent des robots pour gérer la livraison et la gestion des flux dans les entrepôts. Donc on les a mis comme étant des offreurs de solutions potentielles pour l'industrie, parce qu'ils développent des solutions intéressantes. On a aussi d'autres, ici dans la région, d'autres bureaux d'études, comme le CITC ou comme, je ne sais pas, il y a Nulitic qui propose des solutions un peu plus ciblées capteurs. Je pense notamment aux besoins qui étaient remontés d'avoir des solutions qui permettaient de manager l'état de santé des machines dans le secteur agroalimentaire. Donc en utilisant des capteurs et de l'intelligence artificielle pour prévoir des pannes potentielles sur les machines, éviter ainsi de perdre du temps dans la production des différents produits. Ce sont des choses qui sont déjà assez présentes et assez utilisées dans le secteur automobile, et les solutions là nous paraissaient pertinentes pour être présentées dans ce mapping. Ensuite, on a les offres pour les laboratoires comme l'INRIA et le CITC qui travaillent sur des solutions un peu plus en aval de preuves de concept sur la 5G par exemple, ou sur des technologies utilisant de l'intelligence artificielle, mais de manière un peu plus recherche et non produit ciblé sur une demande spécifique, mais qui à terme proposera des solutions. À terme, leurs recherches seront prises sans doute par des entreprises ou des startups qui proposeront des solutions à base de ces recherches. Voilà, donc là, dans le document qu'on va vous fournir, donc il y aura, dans les 3 livrables qu'on va vous fournir, donc il y a le livrable sur les centres de formation qui proposent donc des formations de manière générale autour des nouvelles technologies qui sont adaptables au secteur agroalimentaire. On a le mapping, et en 3e livrable, il y a les formations autour des 3 thèmes, la cybersécurité, la maintenance prédictive et les jumeaux numériques, puisque c'est des besoins qui ont été ressortis lors des focus group qu'on a réalisés avec le cluster NSL. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si c'est pertinent, si vous voulez, parce que c'est vrai que c'était des besoins qu'on a ressortis lors de ces focus group et qu'on ne sera pas amené à proposer réellement dans le cadre de ce projet qui, comme je vous l'ai dit, est d'une durée de 6 mois, donc vraiment très court. Donc on n'a pas planifié de présenter réellement ces formations sur la cybersécurité, sur du jumeau numérique et puis sur la maintenance prédictive. Les supports vont être faits, ils pourront être communiqués, mais on n'a pas prévu de les faire réellement dans le cadre de ce projet-là. Mais si ça vous intéresse, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous mettre vos retours. On pourra éventuellement les dispenser réellement hors projet, si c'est des sujets qui sont intéressants pour vous. Donc ça nous intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions ou à mettre un pouce sur les sujets qui seraient un plus pour vous. Donc je le rappelle, les formations qui seraient éventuellement dispensées, qui nous semblaient intéressantes d'approfondir, c'était la cybersécurité au sens large et qui peut être donc applicable aussi à l'agroalimentaire. Les jumeaux numériques avec des exemples un peu concrets de comment ils peuvent être appliqués en agro, et la maintenance prédictive qui, pareil, est très, très large, qui peut toucher tous les systèmes, mais qui serait très utile en agro également. C'est vrai que le but de ces formations, c'est aussi de présenter ces technologies et des use cases qui sont directement implantés dans différents secteurs. Alors le secteur agroalimentaire, les use cases de la maintenance prédictive et des jumeaux numériques, pour certains groupes, sont déjà utilisés, mais pour d'autres, ça serait aussi l'occasion avec ces formations d'apprendre à connaître ces thématiques-là et pouvoir essayer de les implanter dans vos secteurs respectifs. S'il n'y a pas de questions, effectivement, je vais passer à la conclusion. J'espère que cette présentation elle a pu vous être utile, que vous avez pu avoir une vue d'ensemble de tout ce qui pouvait être proposé en termes de digitalisation en agroalimentaire.
C'est vrai qu'on a eu un court temps sur ce projet. On a essayé de traiter un maximum de choses qui lient à la fois le digital et l'agroalimentaire pour acculturer au maximum, pour approfondir des sujets, des technologies qui peuvent être applicables au système de l'agro, qui sont déjà en place chez vous, essayer de faire des liens avec ce qui existe par ailleurs. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été très, très enrichissant de travailler là-dessus, aussi bien par rapport à la formation que Digital Food Lab a pu nous offrir, que par rapport aux échanges qu'on a eus lors des focus group, qui nous ont, pour ma part, et je pense que c'était le cas également des CITC, étaient vraiment enrichissants et nous ont permis d'approfondir sur les besoins et les enjeux de la supply chain et de l'industrie en agroalimentaire. Donc c'est vrai que nous, on en ressort avec un grand plus. On va continuer à travailler sur ce projet jusqu'à la fin du mois. Donc je l'avais mis au début, on finit ce projet le 21 octobre. Il continue avec un événement de matchmaking. Donc le fait de vous être inscrit à cette conférence, à la conférence dont vous venez d'assister, va vous permettre d'avoir accès à la plateforme digitale de Nutrivent avec les mêmes codes d'accès que vous avez utilisés là. Donc n'hésitez pas dès à présent à planifier vos rendez-vous via l'agenda avec des compagnies, soit en agroalimentaire, soit des digital, des experts en termes de digital que vous pourrez retrouver dans les catalogues. Donc voilà, vous avez accès à tout ce catalogue-là de Nutrivent. Et puis, reste à venir. Donc le mapping, donc la cartographie qu'a présentée le CITC, elle est dès à présent disponible sur le site internet de Rasanté. Pour l'instant, uniquement Rasanté, mais dans la semaine, elle sera accessible partout sur le site internet du CITC, sur les réseaux sociaux, Digital Food Lab aussi, je pense qu'on sera amené à vous le partager pour une diffusion plus large. Le but, c'est vraiment d'enrichir cet écosystème agroalimentaire dans les Hauts-de-France, de mettre toutes ces connexions en lien. Donc, on diffuse très largement pour vous permettre de prendre contact avec les uns les autres et puis de faire en sorte que cet écosystème soit un petit peu plus… on le challenge et puis on vous permet de faire ces liens-là. Et puis, on communiquera également via un dissemination leaflet qui sera la synthèse, le résumé de tout ce qu'on a fait pendant ces 6 mois de projet sous une forme d'un petit livret qui sera pareil, amené à être disséminé, diffusé sur un maximum de réseaux pour que tous les acteurs du Hauts-de-France puissent y en avoir accès. Et voilà, c'est le but de ce projet-là était vraiment de créer des liens et d'offrir de nouveaux services à l'écosystème de l'agroalimentaire. Donc j'espère que ça a été satisfaisant pour vous. Et n'hésitez pas, si tu veux bien, à me contacter, puisqu'on travaille encore sur ce projet jusqu'à la fin du mois, donc sur toute question qui vous paraît trop spécifique pour être mise dans le chat ou des choses que vous vous rappelez après coup, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le CITC Digital Food Lab si vous avez pris les coordonnées juste après. Cet événement, il a été enregistré, j'ai oublié de le préciser au tout début, mais donc il pourra être rediffusé, vous avez accès, vous pourrez le revoir quand vous voulez en vous reconnectant sur la plateforme de Nutrivent. Voilà, et merci pour votre attention à tous. On a une demi-heure d'avance, c'était la demi-heure qui était prévue peut-être pour les questions, donc je vois que le chat reste bien silencieux, donc j'espère que c'est parce qu'on a été bien complet. Et merci, merci Marine, et on reste à disposition pour en discuter. Merci Sébastien. Merci pour vos commentaires. Merci à tous. Merci Jérémy, merci Jérôme, Yanis, tous les trois pour votre présentation. Et puis on sera encore amené à discuter
ensemble sur ce projet. S'il n'y a pas plus de commentaires, merci à vous et puis à bientôt. Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.